Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons 5 rencontres mortelles en safari. D'un photographe animalier qui s'est approché trop près dans les régions sauvages des États-Unis à un écologiste qui a affronté le prédateur aquatique ultime d'Afrique. Mais d'abord, nous commençons dans le Masai Mara au Kenya, où la photo parfaite d'une influenceuse est devenue sa dernière. C'était le 15 mars 2019 dans les vastes plaines herbeuses de la réserve nationale du Masai Mara au Kenya, où la savane dorée s'étendait à l'infini sous le soleil africain. La réserve, qui abrite plus de 95 espèces de mammifères et 570 espèces d'oiseaux, attire chaque année des milliers de visiteurs pendant la grande saison de migration. Parmi les acacias et les collines ondulantes, les prédateurs et les proies participent à la danse éternelle de la survie qui captive les humains depuis des générations. Delaney Brooks, âgée de 24 ans, avait voyagé depuis Los Angeles avec une mission unique: créer du contenu viral pour ses 3300 abonnés sur Instagram. Cette influenceuse lifestyle, connue pour ses publications de voyages audacieuses et sa photographie qui repousse les limites, avait engagé le guide local Samuel Kiproti contre les réglementations du parc. Samuel, un père de 3 enfants, âgé de 45 ans, avait désespérément besoin de revenus supplémentaires après son récent divorce. Malgré ses 15 ans d'expérience en tant que guide, la pression financière avait obscurci son jugement. Delaney avait rejeté les briefings de sécurité standard comme étant trop prudents, croyant que ses précédents tournages dans des lieux exotiques l'avaient préparé à toute situation. L'influenceuse avait spécifiquement demandé des rencontres rapprochées avec de grands félins, promettant à Samuel un paiement substantiel pour un accès exclusif aux zones restreintes. Alors que les proies résidentes étaient encore présentes sur les plaines vertes, les lions mâles restaient agressivement protecteurs lorsque les humains s'approchaient des groupes au repos, surtout en présence de lionceaux. Les attaques dans ces situations étaient motivées par la défense territoriale plutôt que par la faim. Les lions Maasai mâles adultes pèsent généralement entre 380 et 430 livres, les détenteurs de territoires dominants dépassant occasionnellement 450 livres pendant les saisons de proie de pointe. Leur force de morsure est rapportée entre 650 et 1000 livres par pouce carré, selon la méthode de mesure et l'effet de levier au point de pression canin. Alors que les lions sont plus actifs la nuit, les mâles territoriaux ont été documentés chargeant en plein jour lorsqu'ils sont dérangés, surtout quand les lionceaux ou les groupes au repos sont approchés de trop près. L'attaque s'est déroulée pendant l'heure dorée de l'après-midi, lorsque Delaney avait convaincu Samuel de quitter les itinéraires touristiques désignés, positionnant leur Land Rover décapotable à environ 160 pieds d'une troupe de 5 lionnes se reposant avec leurs petits sous un acacia. Malgré les protestations pressantes de Samuel, elle est sortie du véhicule avec son équipement de caméra, marchant environ 100 pieds vers la troupe pour capturer des plans rapprochés. Les lionnes ont observé avec un intérêt modéré, mais sont restés détendus dans la chaleur de l'après-midi. Ni Delaney ni Samuel n'ont remarqué le lion mâle massif caché dans les grands arbres à environ 130 pieds sur leur gauche. Le prédateur de 400 livres se reposait lorsque l'arrivée du véhicule perturba son territoire. Tandis que Delaney s'appliquait à positionner son appareil photo pour des prises chronométrées, le lion mâle se leva silencieusement et commença son approche. Sa puissante silhouette se mouvait à travers l'herbe dorée avec une discrétion pratiquée, fermant la distance pendant que Delaney ajustait l'écran de son téléphone pour l'angle parfait. Samuel cria des avertissements et commença à klaxonner frénétiquement, mais Delaney l'ignora alors qu'elle lui tournait le dos pour se positionner pour un selfie. Le lion atteignit la distance d'attaque et se lança en avant, parcourant les derniers 15 mètres en 3 bonds rapides, bien trop vite pour qu'elle puisse réagir. Ses énormes pattes avant frappèrent Delaney entre les omoplates avec une force énorme, la projetant face contre terre sur la terre rouge. Les mâchoires du lion se refermèrent immédiatement sur l'arrière de son cou, ses canines de 10 cm pénétrant profondément dans ses vertèbres cervicales. La morsure écrasante a sectionné sa moelle épinière, la paralysant du cou vers le bas, tandis que ses puissants muscles de la mâchoire appliquaient une pression hydraulique qui fracturait plusieurs vertèbres. Samuel a conduit le véhicule plus près, tout en jetant sa bouteille d'eau et en criant, mais le prédateur a maintenu sa prise. Utilisant ses puissantes pattes arrière, le lion a commencé à traîner sa proie vers le fourré voisin.
Samuel a attrapé son fusée de détresse et l'a tiré en direction du lion, le projectile rouge vif atterrissant à environ 3 mètres. Le prédateur s'est arrêté momentanément, mais il n'a montré aucune intention de relâcher sa prise. Les mâchoires du lion travaillaient méthodiquement, se repositionnant pour une prise plus sûre tout en broyant les os et en déchirant les tissus musculaires. Au cours des minutes suivantes, le lion a traîné le corps inerte de Delaney dans des broussailles denses à environ 300 pieds du véhicule. Samuel a continué ses tentatives d'intervention, conduisant aussi près que la végétation le permettait, tout en utilisant sa radio pour appeler les secours d'urgence. Les instincts du prédateur l'ont poussé à sécuriser sa proie à l'abri avant de se nourrir, un comportement qui a rendu le sauvetage impossible. L'attaque entière a duré environ 7 minutes à partir du premier contact. Jusqu'à ce que le lion disparaisse dans des fourrés épais. Delaney Brooks est décédé des suites d'un traumatisme massif à la colonne cervicale et d'une perte de sang importante. Son téléphone, tombé lors de l'impact initial, contenait ses dernières photos des instants précédant l'attaque. Les autorités du parc ont lancé une enquête immédiate sur l'incident, se concentrant sur d'éventuelles violations des protocoles de sécurité sur le terrain, y compris l'interdiction de voyager seul après le crépuscule et les mouvements non autorisés hors des sentiers. Le service de la faune du Kenya a mis en place des mesures d'application plus strictes pour les activités touristiques et de recherche en mettant l'accent sur les politiques de communication et de déplacement qui avaient été négligées. La famille de Delaney a publié des déclarations demandant des réglementations de sécurité améliorées, tandis que ses comptes sur les réseaux sociaux ont été inondés d'hommages de la part de ses abonnés du monde entier. Cependant, beaucoup ont également critiqué le mépris pour les précautions même conçues pour prévenir de telles tragédies. Tandis que Delaney Brooks a rencontré son destin à travers le roi des bêtes d'Afrique dans le Masai Mara, la quête du photographe Riley Thompson pour la photo parfaite à Yellowstone se révélerait bientôt tout aussi fatale. C'était le 8 septembre 2017, dans l'arrière-pays éloigné du parc national de Yellowstone, dans le Wyoming. Une vaste région sauvage de 2,2 millions d'acres où des forêts denses, des prairies alpines et des ravins escarpés créaient un habitat idéal pour les plus grands prédateurs dans les 48 États contigus. Alors que l'automne s'installait, les ours grizzly entraient en hyperphagie, une phase de nourrissage frénétique avant l'hibernation. Au lieu de saumon, les grizzlies de Yellowstone ont parcouru les hauteurs à la recherche de noix de pin à écorce blanche, de baies et de charognes d'élan et de bisons, un schéma saisonnier qui attire les ours dans des zones de fourrage prévisibles et augmente le risque de rencontres rapprochées avec des humains qui s'aventurent trop loin. Riley Thompson, âgé de 31 ans, avait parcouru 6 km dans un territoire restreint jusqu'à une prairie isolée où les ours se rassemblaient pour se nourrir abondamment pendant le pic de l'hyperphagie. Le photographe animalier primé du Montana avait bâti sa réputation en capturant des moments intimes entre prédateurs et proies, mais son récent divorce l'avait poussé à un comportement de plus en plus imprudent. Son portfolio présentait des rencontres rapprochées aussi avec la faune dangereuse qui lui avaient valu une reconnaissance dans National Geographic et le magazine Wildlife Photography. Le garde forestier Martinez avait noté les demandes fréquentes de permis de Riley pour accéder aux régions isolées, exprimant des préoccupations quant à son habitude de repousser les limites. La tente camouflage portable de Riley, positionnée à environ 80 pieds d'une zone d'alimentation connue, violait tous les protocoles de sécurité du parc concernant les rencontres avec les ours. L'ours grizzly nord-américain est l'un des prédateurs terrestres les plus puissants du continent. Les femelles adultes pèsent souvent plus de 350 livres, tandis que les grands mâles peuvent dépasser 700 pendant la saison de nourrissage maximale. Leur bosse d'épaule leur permet d'atteindre une vitesse explosive de 35 miles par heure et leurs griffes de 4 pouces peuvent briser un os d'un seul coup défensif. Les grizzlies femelles avec des petits sont particulièrement agressifs, réagissant à toute intrusion perçue avec une force immédiate. L'attaque a commencé lorsque Riley photographia une femelle grizzly de 350 livres et ses 2 oursons d'1 an depuis plus d'1 heure. La famille se nourrissait paisiblement dans le ruisseau peu profond, la mère se nourrissant méthodiquement des restes d'élan, tandis que ses petits jouaient à proximité. L'objectif téléphoto de Riley a capturé des moments comportementaux intimes alors que la lumière du matin créait des conditions parfaites pour les images dramatiques de la faune qui ont défini sa carrière.
La situation s'est détériorée lorsqu'un ourson curieux s'est approché de son abri de camouflage, attiré par des odeurs inconnues qui ne faisaient pas partie de leur environnement naturel. L'ours mère détecta immédiatement la présence humaine grâce à son sens de l'odorat aigu, sa posture passant de la recherche de nourriture détendue à une alerte maximale en quelques secondes. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne tandis que ses poils se dressaient, signe d'avertissement classique que Riley n'a pas reconnu depuis sa position cachée. La femelle grizzly a commencé à se diriger vers l'affût, d'abord à un pas délibéré qui s'est rapidement transformé en une charge complète. Elle a parcouru les environs 24 mètres, en un peu plus de 2 secondes, son imposante silhouette atteignant sa vitesse maximale presque instantanément. Ses puissantes pattes propulsaient son corps de 159 kg tandis que sa bosse distinctive sur ses épaules se soulevait à chaque foulée. Riley a entendu les pas approcher et a tenté de sortir par l'arrière de son abri, mais l'équipement de caméra lourd et le matériel de trépied ont gravement entravé sa fuite. L'ours grizzly a frappé la structure légère avec une force dévastatrice, effondrant le filet de camouflage et piégeant Riley sous des poteaux et du tissu enchevêtré. Avant qu'il ne puisse se libérer, la patte massive de l'ours a balayé son dos, ses griffes de 10 cm lacérant sa veste et pénétrant profondément dans les tissus musculaires en dessous. Le coup a fait tomber Riley, projetant son corps de 82 kg à près de 3,7 mètres du poste de chasse effondré. La mère enragée s'est jetée sur son corps allongé. Sa mâchoire peut exercer près de 1000 livres par pouce carré de pression, plus que suffisant pour fracturer un os, tandis qu'un seul coup défensif de ses membres antérieurs peut faire tomber un adulte. On pense que la morsure a fracturé son omoplate et sa clavicule, alors que ses dents ont traversé les tissus et ont probablement perforé un poumon, provoquant une détresse respiratoire immédiate. Elle l'a secoué violemment avant de relâcher sa prise et de frapper à plusieurs reprises avec ses pattes avant. Chaque coup a été porté avec une force énorme, brisant plusieurs côtes et causant des traumatismes internes massifs alors que des fragments d'os perforaient ses poumons et son foie. Riley a essayé de se recroqueviller en position défensive, mais l'assaut soutenu a empêché toute protection efficace. Les attaques du grizzly se concentraient sur son torse et sa tête, ses griffes ouvrant de profondes lacérations sur son abdomen, tandis que ses mâchoires exerçaient une pression écrasante sur son crâne. L'impact aurait fracturé l'os temporal, provoquant une perte de conscience rapide. Ces derniers coups ont causé des dégâts internes catastrophiques et une hémorragie massive. L'attaque a duré environ 8 minutes avant que l'ours ne se désengage, ayant jugé la menace pour ses petits neutralisés. Riley Thompson est décédé des suites de multiples blessures traumatiques, y compris un traumatisme crânien sévère, une perte de sang massive et une défaillance organique. Les autorités du parc ont lancé une enquête approfondie sur l'incident, en examinant l'entrée non autorisée de Riley dans des zones restreintes et 6 violations répétées des protocoles de sécurité de la faune. Étant donné que l'attaque a été considérée comme une réponse défensive impliquant la protection des oursons, les agents de la faune n'ont pas initié un protocole d'euthanasie de l'ours. Au lieu de cela, l'accès à cette zone éloignée a été temporairement fermé pendant que les gardes surveillaient la femelle et ses petits à distance pour éviter de nouvelles rencontres. Le service des parcs nationaux a ensuite publié de nouveaux avis de sécurité pour les photographes animaliers, mettant l'accent sur les distances minimales requises et les sanctions applicables pour les placements aveugles dans les zones d'alimentation active. La colère de la mère protectrice avait déjà réclamé Riley Thompson, mais à l'autre bout du monde, dans l'immense étendue sauvage du parc national Kruger, le guide de safari expérimenté Everett Collins restait Bliss, ignoramment qu'il marchait droit dans la ligne de mire de l'un des tueurs les plus calculateurs d'Afrique. C'était le 22 juin 2018. Dans les forêts riveraines denses du parc national Kruger en Afrique du Sud, où des arbres anciens forment des voûtes semblables à des cathédrales au-dessus des cours d'eau sinueux. Le parc s'étend sur près de 7700 miles carrés de nature africaine préservée, abritant les Big Five et d'innombrables autres espèces qui attirent des visiteurs du monde entier. Pendant les mois d'hiver, la réduction de la végétation offre d'excellentes occasions d'observation de la faune, mais augmente également l'activité des prédateurs car les animaux se concentrent autour des sources d'eau permanentes.
Everett Collins, âgé de 38 ans, guidait des safaris à travers le parc Kruger depuis 15 ans, se forgeant une réputation impeccable pour sa connaissance de la faune et la sécurité des touristes. Le guide expérimenté accompagnait la famille Morrison de l'Ohio lors de leur premier safari africain, des vacances de rêve qu'ils avaient planifiées depuis des années. Les touristes américains étaient composés de parents âgés de 45 et 42 ans, ainsi que de leurs 2 enfants âgés de 12 et 9 ans qui avaient spécifiquement demandé à voir de grands félins pendant leur séjour d'une semaine. Everett soutenait sa mère âgée et finançait les études universitaires de sa jeune sœur grâce à ses revenus de guide, rendant la satisfaction des clients cruciale. Ce matin-là, les reportages radio avaient mentionné un léopard blessé dans la région. Mais de telles observations étaient d'eau courante et ne représentaient que rarement des menaces directes pour les visites guidées. La famille Morrison avait exprimé sa déception de ne pas avoir encore aperçu de léopard après 3 jours de safari, mettant la pression sur Everett pour offrir l'expérience complète des Big Five. Le léopard d'Afrique est l'un des prédateurs les plus insaisissables et dangereux du continent, avec des mâles pesant jusqu'à 200 livres et possédant une force incroyable leur permettant de traîner des proies 2 fois plus lourdes dans les arbres. Ces chasseurs solitaires sont dotés de mâchoires puissantes capables de broyer les os, de griffes rétractables qui servent d'aide à l'escalade et d'armes, et d'une vision nocturne exceptionnelle qui en fait des prédateurs nocturnes redoutables. Les léopards sont connus pour leur discrétion, leur patience et leur capacité à rester immobiles pendant des heures avant de frapper. Quand ils sont blessés ou acculés, ils deviennent extrêmement agressifs et imprévisibles, attaquant souvent avec une férocité désespérée qui les rend plus dangereux que des spécimens en bonne santé. L'attaque s'est produite lorsqu'Everett a découvert des traces fraîches de léopards dans le sable mou à côté d'un lit de rivière saisonnier. Les traces étaient grandes et profondes, indiquant un mal substantiel, mais l'espacement irrégulier et les marques de traînées occasionnelles suggéraient que l'animal était blessé. Contre les procédures opérationnelles standards, Everett a décidé d'enquêter à pied pendant que la famille Morrison restait en sécurité dans le Land Rover. Il leur a assuré que la reconnaissance serait brève et a pris sa radio et sa fusée de détresse, laissant son fusil sécurisé dans le véhicule comme l'exigent les règlements du parc en présence de touristes. Les pistes conduisaient plus profondément dans la forêt, où des sycomores et des jujubiers massifs créaient une couverture dense au-dessus. Everett a suivi la piste sur un peu plus de 600 pieds, notant la végétation cassée et les taches de sang occasionnelles qui confirmaient ses soupçons sur l'état du léopard. Le guide expérimenté avançait prudemment à travers le sous-bois, scrutant les mouvements tout en écoutant les sons qui pourraient indiquer la présence du félin. Le léopard mâle de 140 livres s'était installé à environ 6 mètres au-dessus de la piste de jeu dans les branches épaisses d'un immense sycomore. Son pelage tacheté se fondait parfaitement avec les ombres mouchetées, le rendant pratiquement invisible depuis le sol. Le prédateur blessé avait suivi l'approche d'Everett par l'odeur et le son, attendant le moment optimal pour frapper. Alors qu'Everett s'arrêtait pour examiner une empreinte de patte particulièrement claire, le léopard se lança de la branche au-dessus dans une embuscade calculée. Les puissants membres postérieurs du prédateur le propulsèrent dans les airs dans une descente contrôlée, les griffes avant étendues et les mâchoires grandes ouvertes. Everett a entendu des feuilles bruissantes au-dessus et a commencé à lever les yeux, mais le léopard a frappé avant qu'il ne puisse réagir. Le poids total du félin s'est écrasé sur le dos et les épaules d'Everett, le projetant face contre terre sur le sol de la forêt. Les griffes arrière du léopard ont immédiatement commencé à déchirer le dos d'Everett, déchirant sa chemise kaki et s'enfonçant profondément dans les tissus musculaires en dessous. Simultanément, les mâchoires du prédateur se sont refermées sur la nuque d'Everett, des crocs acérés pénétrant les vertèbres cervicales avec une force écrasante. Everett a essayé de se retourner pour déloger son attaquant, mais la prise du léopard est restée ferme. Les puissants muscles de la mâchoire du félin ont exercé une pression dévastatrice sur le cou du guide, tandis que ses griffes continuaient leur œuvre destructrice sur le torse d'Everett. Le désespoir du léopard blessé l'a poussé à une agressivité inhabituelle. Ses mâchoires travaillaient méthodiquement, broyant les vertèbres et sectionnant la moelle épinière qui contrôlait les fonctions motrices d'Everett. En quelques minutes, les efforts d'Everett ont cessé alors que le traumatisme spinal et la perte de sang faisèrent leur effet.
Le léopard a maintenu sa prise pendant quelques minutes supplémentaires, s'assurant que la menace perçue était éliminée. L'attaque entière a duré environ 6 minutes du premier contact à la conclusion fatale. Everett Collins est mort à cause d'un traumatisme cervical sévère et d'une perte de sang importante. Parks a ensuite confirmé que le léopard ne serait pas euthanasié, déclarant que l'animal avait réagi de manière défensive en raison d'une blessure et d'une menace perçue, conformément à la politique du parc pour les attaques non prédatrices. Une enquête formelle a été ouverte sur les violations du protocole après qu'il a été confirmé qu'Everett avait quitté le véhicule pour suivre un prédateur blessé sans escorte autorisée avec fusil. L'attaque calculée du léopard a coûté la vie à Everett Collins. Actuellement au Gombe Stream, en Tanzanie, le chercheur Caleb Warren découvrirait que partager l'ADN avec les primates ne garantit pas la sécurité dans leur domaine. C'était le 14 août 2015 dans les forêts denses du parc national de Gombe Stream en Tanzanie, où des acajous et des figuiers imposants créent un laboratoire naturel qui a accueilli des décennies de recherches primatologiques révolutionnaires. Le parc de 52 km², établi le long des rives du lac Tanganyika, est l'un des principaux sites de recherche sur les chimpanzés en Afrique. Pendant la saison sèche, les frontières territoriales entre les communautés rivales de chimpanzés deviennent de plus en plus volatiles à mesure que la concurrence pour les ressources alimentaires limitées s'intensifie. Caleb Warren, âgé de 29 ans, était arrivé de l'Université de Californie pour mener des recherches comportementales sur l'agression intercommunautaire pour sa thèse de doctorat. L'ambitieux primatologue étudiait la communauté de chimpanzés Kasekela depuis 8 mois, documentant leurs disputes territoriales avec les groupes voisins. Joseph Mwalimou, son assistant de recherche local de 56 ans, avait été formé par les premiers chercheurs de Gombe et possédait une connaissance inestimable des comportements des chimpanzés. Joseph avait à plusieurs reprises averti Caleb de ne pas entrer seul dans le territoire disputé, soulignant l'importance de maintenir le contact radio et de travailler en binôme. Des pannes d'équipements récentes avaient rendu leur système de communication peu fiable. Mais Caleb a poursuivi ses observations malgré les violations du protocole. L'assistant expérimenté a remarqué un comportement agressif inhabituel dans les deux communautés, notamment une activité de patrouille accrue et un marquage territorial indiquant des tensions accrues. Les chimpanzés représentent les plus proches parents vivants de l'humanité, partageant 98,8% de notre ADN, mais possédant des capacités physiques qui dépassent largement la force humaine. Les mâles adultes pèsent entre 90 et 130 livres, tout en ne mesurant qu'environ 4 pieds de haut. Leurs bras puissants, conçus pour marcher sur les articulations et grimper aux arbres, peuvent porter des coups dévastateurs, tandis que leurs dents canines acérées servent d'armes redoutables lors de rencontres agressives. Les chimpanzés vivent dans des hiérarchies sociales complexes où les conflits territoriaux peuvent dégénérer en guerres coordonnées entre communautés. Lorsqu'ils se sentent menacés ou défendant leur territoire, les mâles attaquent les intrus perçus, utilisant leur force et agilité supérieure pour submerger leurs adversaires. L'attaque a commencé lorsque Caleb a atteint un site de nourrissage disputé où la communauté de Kasekela se rassemblait généralement. Il a placé son équipement d'observation à environ 100 pieds de l'arbre principal où les animaux se nourrissent, en maintenant ce qu'il considérait comme une distance de sécurité basée sur des interactions précédentes. La situation s'est intensifiée lorsque plusieurs mâles Kasekela agités sont arrivés dans la zone de nourrissage, déjà dans un état de tension à cause de récents conflits territoriaux. Le mâle alpha, un puissant chimpanzé de 120 livres, appelé Titan par l'équipe de recherche, a remarqué la présence de Caleb pendant sa patrouille du territoire contesté. Dans l'état accru d'agressivité de l'animal, le chercheur humain représentait une menace potentielle à examiner. Les cris caractéristiques de Titan se transformèrent en aboiements agressifs alors qu'il commençait à se diriger vers la position de Caleb, ses poils se dressant pour maximiser son apparence intimidante. Caleb a tenté de se retirer lentement tout en maintenant un contact visuel avec le mâle alpha qui approchait, suivant les protocoles standards pour désamorcer les rencontres avec les chimpanzés. Cependant, son mouvement a déclenché une réaction agressive de Titan, qui a interprété la présence du chercheur comme une invasion territoriale.
Deux autres mâles adultes, attirés par les démonstrations agressives de leur leader, ont commencé à se diriger vers la position de Caleb depuis différents angles. L'attaque a débuté lorsque Titan a chargé directement Caleb, réduisant la distance d'environ 100 pieds en seulement quelques secondes avec une impulsion explosive vers l'avant. Le mâle dominant frappa Caleb à la poitrine avec une force énorme, ses bras musclés délivrant un coup qui projeta le chercheur en arrière contre un tronc d'arbre. L'impact étourdit Caleb et l'empêcha de se défendre efficacement, alors qu'il luttait pour retrouver son équilibre. Avant que Caleb ne puisse se rétablir, Titan bondit sur son corps allongé, utilisant ses mains puissantes pour frapper à plusieurs reprises la tête et le visage du chercheur. Les dents pointues des canines du chimpanzé ont infligé de profondes blessures par perforation sur le cuir chevelu et le cou de Caleb, tandis que ses doigts, forts, agrippaient et tordaient, avec un effet dévastateur. Les deux mâles supplémentaires ont rejoint l'assaut, concentrant leurs attaques sur les bras et le torse de Caleb alors qu'il tentait de protéger ses zones vitales. L'attaque coordonnée a ciblé des zones sur lesquelles les chimpanzés se concentrent instinctivement lors de rencontres agressives, le visage, les mains et les extrémités. La prise puissante de Titan a causé un traumatisme facial sévère et des lacérations, tandis que les autres mâles ont infligé de profondes blessures aux bras et aux mains de Caleb. L'agression a duré environ 4 minutes, les chimpanzés maintenant leur comportement agressif jusqu'à ce que les mouvements de Caleb cessent. Une fois qu'il a cessé de bouger, les mâles se sont désengagés presque immédiatement, ce qui est cohérent avec le comportement défensif des chimpanzés, où le but est de neutraliser une menace plutôt que de tuer. Caleb Warren est mort de traumatismes crâniens sévères, d'une perte de sang massive et de multiples lacérations causées par l'agression soutenue. Joseph a découvert le corps de Caleb plusieurs heures plus tard, lorsque le chercheur n'est pas revenu au camp de base et qu'on n'a pas pu établir de contact radio. Les autorités tanzaniennes ont lancé une enquête sur l'incident, en examinant les protocoles de sécurité pour les chercheurs travaillant dans les territoires disputés de chimpanzés. L'Université de Californie a mis en place des directives plus strictes pour les systèmes de communication sur le terrain et des protocoles de partenaires obligatoires. Les autorités ont confirmé qu'aucune mesure ne serait prise contre la communauté de chimpanzés, car l'incident a été classé comme une réponse de défense territoriale plutôt qu'une attaque non provoquée. La rencontre fatale de Warren avec des primates territoriaux a marqué l'avant-dernière tragédie. Le dernier dossier nous mène au delta de l'Okavango au Botswana, où la mission noble de Maya Petersen, militante anti-braconnage, la conduira face à face avec le prédateur fluvial le plus patient et puissant d'Afrique. C'était le 3 novembre 2016. Dans les voies navigables reculées du delta de l'Okavango, au Botswana, où les crues saisonnières créent une vaste oasis intérieure couvrant près de 6000 km² de nature sauvage intacte. Le réseau complexe de canaux, lagunes et plaines inondables du delta abrite l'un des écosystèmes les plus diversifiés d'Afrique, y compris de grandes populations de crocodiles du Nil, qui prospèrent dans les sources d'eau permanentes. Pendant la saison sèche, les eaux qui se retirent concentrent la faune autour des canaux restants, créant des conditions idéales de chasse pour les prédateurs de sommet. Maya Petersen, âgée de 33 ans, avait précédemment dirigé des opérations anti-braconnage avec le Kenya Wildlife Service avant d'être détachée auprès d'un groupe de travail de conservation transfrontalier opérant au Botswana pour lutter contre la recrudescence des abattages de rhinocéros. Son équipe comprenait David Mokoena, un pisteur local de 41 ans avec 20 ans d'expérience en navigation des voies innavigables, et Sarah Chen, une jeune conservationniste de 26 ans qui voyait en Maya une mentor. Ce matin-là, de nouvelles preuves ont suggéré que les braconniers de rhinocéros avaient établi un camp temporaire sur la rive opposée d'un canal inondé, à environ 110 pieds, à travers la voie navigable gonflée. David avait conseillé d'attendre un transport en bateau, mais leur équipement radio avait mal fonctionné pendant la nuit, empêchant la communication avec le siège. Maya a pris la décision de traverser immédiatement, craignant que les braconniers ne s'échappent s'ils tardaient. Le bateau pneumatique de l'équipe avait été endommagé par des épines lors de leur approche, ne laissant comme seule option que de traverser à pied. Le crocodile du Nil est le plus grand prédateur d'eau douce d'Afrique.
les mâles adultes atteignant une longueur de 20 pieds et un poids de plus de 1500 livres. Ces reptiles possèdent l'une des morsures les plus puissantes du règne animal, capable d'exercer plus de 3700 livres de pression par pouce carré à travers des mâchoires garnies de 68 dents pointues et coniques. Leurs queues musclées servent à la fois de système de propulsion et d'armes dévastatrices, tandis que leur peau blindée les protège de la plupart des menaces. Les crocodiles du Nil sont des prédateurs embusqués opportunistes qui chassent généralement depuis des positions dissimulées près du bord de l'eau, frappant lorsque la proie s'aventure à portée. Lorsqu'ils attaquent, ils utilisent leur technique de roulade mortelle signature, tournant rapidement dans l'eau pour désorienter leur proie et causer des dommages maximum au tissu. L'attaque s'est produite lorsque Maya est entrée dans l'eau trouble portant son équipement de terrain, y compris des bottes et un gilet d'équipement qui limitait ses mouvements. Le fond du canal était constitué de boue molle et de végétation en décomposition qui rendirent le pied instable, tandis que le courant s'est avéré plus fort que prévu depuis l'observation du rivage. Maya avait progressé d'un peu plus de 60 pieds dans la traversée lorsqu'elle a rencontré une eau plus profonde qui nécessitait de nager plutôt que patauger. Un crocodile du Nil de 16 pieds s'était reposé près d'un tronc d'arbre tombé à environ 100 pieds en aval du point de passage. Le grand prédateur a détecté des éclaboussures et des mouvements inhabituels dans son territoire, réagissant à cette perturbation comme à une occasion potentielle de se nourrir. Le crocodile a commencé à se déplacer en amont le long du fond du canal, utilisant l'eau boueuse pour se dissimuler alors qu'il s'approchait de la zone de passage. L'attaque est survenue alors que Maya luttait contre le courant dans la partie la plus profonde du canal. Le crocodile s'est approché de son côté gauche, sa forme massive à peine visible sous l'eau trouble jusqu'au moment du contact. Sa puissante queue lui procurait une propulsion, tandis que son corps profilé se déplaçait dans l'eau avec une vitesse surprenante pour un si grand prédateur. Les mâchoires du crocodile se refermèrent sur le torse de Maya, juste en dessous de son gilet d'équipement. La force écrasante a brisé plusieurs côtes et a probablement perforé un poumon, ne permettant qu'un souffle tendu avant que le prédateur ne se retourne violemment, initiant une série rapide de roulades mortelles. Au lieu d'une seule rotation prolongée, le crocodile a exécuté plusieurs rotations rapides successives, une méthode instinctive brutale destinée à déchirer et incapaciter, plutôt qu'à soumettre. Les bretelles du gilet de Maya se sont coincées dans les dents et le corps du crocodile pendant les roulades, l'empêchant de se libérer ou de sortir la tête de l'eau. Elle a perdu connaissance en quelques instants. Les roulades ont continué brièvement même après qu'elle ait cessé de résister, causant des traumatismes supplémentaires alors que ses côtes cassées s'enfoncèrent dans ses organes et que la perte de sang rapide s'installait. David et Sarah ont tenté de joindre Maya depuis le rivage en jetant des branches et en criant, mais le crocodile n'a montré aucune intention de libérer sa proie. Après avoir effectué plusieurs roulades mortelles, le crocodile a traîné le corps inanimé de Maya vers la rive où il pouvait se nourrir sans être dérangé. Toute l'attaque a duré environ 3 minutes depuis le contact initial, jusqu'à ce que Maya disparaisse sous la surface. Maya Peterson est morte de traumatismes internes massifs, de noyades et de perte de sang. David et Sarah ont immédiatement commencé les procédures d'urgence, mais leur équipement radio endommagé a empêché une coordination de sauvetage immédiate. Les autorités de la faune du Botswana ont lancé une enquête sur l'incident, en examinant les protocoles de sécurité pour les opérations anti-braconnage dans les eaux habitées par des crocodiles. La communauté internationale de la conservation a pleuré la perte de Maya, tandis que sa famille a créé une fondation promouvant la sécurité des agents de protection de la faune. Les responsables ont confirmé qu'aucune mesure ne serait prise contre le crocodile, notant qu'il avait agi par instinct prédateur dans un canal connu pour être à haut risque. Bien que la mission de conservation de Maya Peterson ait tragiquement pris fin dans les eaux dangereuses du delta, ces 5 cas servent de rappel brutal que la faune demeure imprévisible et que même les professionnels expérimentés peuvent être victimes des prédateurs les plus dangereux de la nature. Merci d'avoir regardé. Vous voulez regarder plus ? Cliquez sur votre écran maintenant.